Bonsoir à tous et bienvenue sur ce meet-up de la Comète Feel Good. Donc ce soir, on accueille Corentin qui va animer du coup ce meet-up sur comment investir en 2023. Donc Corentin est conseiller en patrimoine, il pourra nous en dire un petit peu plus tout au long de sa présentation sur comment il accompagne ses clients, tout ça sur l'investissement en patrimoine. Pour pouvoir faciliter les échanges, vous avez un onglet questions qui se situe en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure. Il y aura un temps d'échange en fait à la fin de la présentation de Corentin pour que chacun puisse du coup qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Vous avez également un onglet chat également en bas à droite si vous voulez du coup interagir, avoir des réactions ou quoi que ce soit sur le meet-up. Vous avez également des petits emojis que vous pouvez envoyer régulièrement si vous le souhaitez. Donc voilà. Écoute, Corentin, je te laisse la parole quand tu veux. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, envoyez des cœurs dans les emojis déjà, ça c'est la base. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette mini-conférence en visio. C'est un peu un format, je ne suis pas très habitué. J'espère que ça va aller. Apparemment, vous êtes 87. Donc, il y a du monde, un peu la pression pour moi aussi, mais ça va bien se passer, en tout cas, je l'espère. Donc, envoyez vos petits cœurs, en tout cas, ça donne du courage pour cette petite heure qu'on va passer ensemble. Je vais mettre mon PPT en plein écran, je pense que vous le voyez tous. Donc, en effet, thématique sur l'investissement en général. Vous verrez qu'on parlera d'immobilier en majorité, mais aussi un peu des sujets annexes qui peuvent se faire en complément de l'immobilier. Puisque d'autant plus cette année, les conditions sont un peu compliquées pour tout ce qui est emprunt immobilier. Et par rapport à ça, les conditions font que naturellement, pour investir aujourd'hui, il faut aussi rester ouvert à ce qui peut se faire ailleurs. Et donc, on verra durant ce meet-up tout ce qui est possible de mettre en place. Et donc, par rapport à ça, vous avez pu voir la thématique aussi que j'ai choisie pour vous, qui me paraissait assez intéressante. C'est plutôt que vous faire de la théorie basico-basique. Aujourd'hui, je vais changer de casquette et je vais être un conteur d'histoire. Donc, je vais vous raconter une histoire basée sur des personnes que vous connaissez, je pense, d'autant plus que là, actuellement, au cinéma, ils font un tabac. C'est les 3 mousquetaires qui se sont mués. Donc, cette nuit, ils ont changé de costume. Et maintenant, c'est 3 investisseurs. Donc, Athos, Porthos et Aramis. Et donc, par rapport à ça, durant ce meet-up, on va voir un peu comment chacun se positionne en termes d'investissement. Vous verrez que Athos, Porthos et Aramis sont pas d'accord. Chacun un peu son profil d'investisseur, qui peut en plus ressembler à des gens que vous connaissez, ou même à vous-même. Mais vous verrez que chacun de ces profils a ses failles, a ses défauts. Et évidemment, le fameux D'Artagnan va arriver à la fin du meet-up pour essayer de concilier les avis de chacun et trouver un terrain d'entente. Voilà. Donc, dans l'idée de cette histoire que je vais vous raconter, c'est que vous voyez un petit peu qu'est-ce qui est possible d'avoir comme profil d'investisseur par Athos, Porthos, Aramis, pourquoi c'est intéressant d'avoir ces profils d'investissement et pourquoi c'est risqué aussi qu'il l'est, et pourquoi à la fin D'Artagnan, ce qu'il préconise peut être intéressant pour venir concilier donc un peu tous les atouts de chacune des stratégies. Avant de commencer l'histoire, à propos du compteur, donc en l'occurrence moi-même, en quelques mots pour me présenter, avant de passer dans le vif du sujet. Donc, je suis conseiller en patrimoine depuis maintenant 1 an et demi. Auparavant, j'ai travaillé donc en grande distribution durant 7 ans. D'un point de vue investissement, je suis investisseur. Donc, j'ai mis entre guillemets les mains dans le cambouis pour m'essayer à différents supports d'investissement, immobilier et aussi financier. J'ai été conseillé par un conseiller en patrimoine. Et aujourd'hui, je suis conseiller en patrimoine. Donc, on va dire que j'ai fait un peu tous les rôles liés à mon métier. Et donc, mon quotidien, c'est quoi? C'est raconter des histoires, ou plutôt même conseiller les clients par rapport à tout ce qui est défiscalisation, préparation de la retraite, investir correctement son épargne ou encore créer du patrimoine. Donc, en fait, tous les sujets qui se rapportent de près ou de loin à l'argent et à l'investissement. Voilà pour me présenter en quelques mots. C'est parti maintenant par rapport à nos 3 mousquetaires, donc Athos, Porthos et Aramis, qui se met donc en 3 investisseurs, avec chacun donc une stratégie bien distincte. On va commencer par Athos. Athos, lui, il a une philosophie qui est très claire.
En l'occurrence, c'est tout pour sa résidence principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Athos, dès qu'il a commencé à travailler donc pour la royauté, il s'est dit, bah tiens, plutôt que laisser mon argent vivoter quelque part, directement, je vais emprunter. Donc, j'ai demandé aux banques d'emprunter le plus possible pour acheter son logement. Donc, en l'occurrence, pour rappel, je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, les banques prêtent un taux d'endettement maximum de 35%. Donc ça, c'est un ratio qu'il faut avoir en tête dès qu'on veut emprunter. C'est 35% sont une clé. C'est hyper important. Et comment ils se calculent? Tout simplement, on prend vos revenus annuels. Donc, mettons pour l'exemple 100 000 euros. Et par rapport à ça, on va estimer votre remboursement de crédit. Et donc, si le remboursement de crédit, le ratio par rapport à vos revenus dépasse 35%, la banque ne vous prêtera pas. Donc, sur un montant de 100 000 euros de revenus, vous pourrez rembourser en maximum annuellement 35 000 euros par an. Donc, un crédit qui vous fait rembourser 35 000 euros par an, donc 35% d'endettement. C'est ça le ratio maximum autorisé par les banques. Et donc, ce que fait Athos, c'est que pour son logement, il va s'endetter au maximum pour acheter le bien le plus confortable possible pour lui. Première étape. Deuxième étape, ce que va faire Athos, évidemment, il a acheté, mais le bien n'est pas à son goût. Par rapport à ça, il va mettre son épargne qui va accumuler progressivement par rapport à ce qu'il touche de ses différentes missions et différentes batailles. Donc, il va l'investir dès qu'il rentre chez lui, dans sa maison, pour faire des travaux, à la fois d'amélioration et d'embellissement. Et donc, ce qui fait que toute l'épargne que Athos perçoit, il l'investit une nouvelle fois dans sa maison. Troisième étape. Athos, il voit que sa maison, à un moment, elle est trop petite pour lui. Il commence à monter en revenu. Et donc, par rapport à ça, il se dit, tiens, bah maintenant, j'ai envie d'acheter plus grand. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revendre sa maison. Évidemment, en tout cas, on lui souhaite, il aura fait des travaux. Donc, par rapport à ça, il fera une plus-value. Donc, il va vendre plus cher que ce qu'il a acheté. Et en plus, il va récupérer ce qu'il a déjà remboursé à la banque. Donc, par rapport à ça, Athos va avoir un apport conséquent pour acheter sa nouvelle maison. Et donc, il va faire la même chose. Il va se réendetter à 35%. Et par rapport à ça, ainsi de suite, il va rééditer l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3 jusqu'à arriver à un certain niveau de confort qui lui convient. Donc, en l'occurrence, autant dire, pour résumer, qu'il met tout dans sa maison et c'est tout. Corentin, on a une question qui est quand même en lien là, assez forte sur ce que tu viens de dire. C'est pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi la banque a décidé de mettre ce taux max à 35% et pas, je sais pas, à 25 ou à 40? Alors, en fait, on estime que le crédit, c'est une part de vos dépenses. En l'occurrence, que vous avez un crédit pour rembourser un bien que vous avez acheté, c'est une partie de vos dépenses. Mais on sait qu'à côté, il vous reste aussi des dépenses qui sont importantes. Dépenses, factures diverses et variées, votre imposition, vos dépenses du quotidien. Et par rapport à ça, en fait, c'est l'autorité bancaire qui a estimé pour que vous soyez solvable, qu'on soit sûr qu'en fait, vous puissiez rembourser votre crédit. Le taux de 35% est un taux qui est justement confortable à la fois pour vous, pour rembourser le crédit, mais aussi pour les banques. Si vous voulez, la banque, le but, quand elle vous prête de l'argent, c'est qu'elle soit sûre que vous lui remboursiez. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, les banques, si jamais elles venaient à augmenter ce taux de 35%, leur sérénité par rapport à la capacité de remboursement baisserait aussi. Donc, en l'occurrence, la banque, elle met ce chiffre-là pour se protéger aussi. Et normalement, pour vous protéger aussi, vous, puisqu'on estime que c'est un montant suffisant et pour pas aussi venir vous mettre en danger dans vos remboursements de crédit. Ok, merci. Donc, Athos est au maximum, il fait résidence principale à fond pour résumer sa stratégie. Pourquoi il adore son modèle? Premièrement, parce qu'il sait que sa résidence principale, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, c'est un actif solide qui a fait ses preuves. On sait que dans la durée, l'immobilier, c'est un placement qui progresse. Alors, on sait que là, tout récemment, depuis environ 1 an, ça commence à se calmer un petit peu, voire à baisser. Donc, les prix ont beaucoup monté depuis environ 5-6 ans. Mais néanmoins, sur la durée, sur une période de moins de 10 à 20 ans, généralement, la majorité des biens progressent en valeur. Et donc, par rapport à ça, Athos sait qu'il est sur un actif qui va être amené à progresser. Athos sait aussi que tout ce dans quoi il investit, ça lui profite à lui, puisqu'il y vit. Donc, en l'occurrence, il fait des travaux pour lui, il investit pour lui. Donc, par rapport à ça, son investissement égale son confort. Le timing aussi, c'est lui qui le gère.
Il achète quand il veut, il vend quand il veut. Donc là, par rapport à ça, il n'est pas pressé par quelconque échéance. C'est lui qui gère sa progression d'investissement à sa guise. Prise de risque limitée, en l'occurrence, pourquoi? Parce que déjà, l'actif qui est concerné par ces investissements en immobilier, c'est un actif, encore une fois, qui est pérenne, qui est tangible, qui par rapport à ça a certains aléas, mais qui sont quand même limités. Et donc, l'exposition au risque d'Atos en conséquence est très très faible. Et en plus, toujours dans chaque stratégie que vous serez amené à mener, ce qu'il faut surveiller, c'est l'imposition. L'imposition, ça peut avoir un impact hyper négatif sur une stratégie. Des fois, on ne le prend pas forcément en compte, sauf que ça devrait être quasiment la base. En l'occurrence, l'imposition, ça peut quasiment parfois diviser par 2 votre rentabilité. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Et par ce phénomène qu'Atos met en place, achat de RP, résidence principale et revente, il n'y a pas d'imposition, puisque la plus-value sur la résidence principale n'est pas imposable. Donc, par rapport à ça, 0,1% sur la plus-value. Pas de revenu foncier, donc pas d'imposition, en l'occurrence, à part la taxe foncière que Atos sera amené à payer, mais j'ai envie de dire ça, c'est quelque chose qui est classique, et à part les frais de notaire, pas d'imposition supplémentaire. Néanmoins, Atos présente sa stratégie à Porthos et Aramis, et eux, ils sont un peu moins convaincus. Ils trouvent que la stratégie a quelques défauts. Pourquoi? Déjà parce que Atos, il met tout son argent dans un seul actif, donc 100% sur un seul actif, et on sait que la diversification dans l'investissement, c'est quand même une base. Avoir tous ses fonds sur un seul bien, un seul actif, là, c'est une grosse prise de risque. Et aussi, Atos dépend largement des banques. Quand les banques sont ouvertes et prêtes à lui prêter de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais quand les conditions deviennent plus compliquées, soit Atos devra mettre un apport, ce qui est le cas actuellement, soit la banque sera moins consentante à lui prêter de l'argent, ou soit elle lui prêtera, mais il lui prêtera moins. Et donc, par rapport à ça, Atos sera limité en conséquence. Et en plus, comme Atos s'endette justement au 35% d'endettement, il est au taquet et ça reste quand même une charge très importante. Rembourser son crédit tous les mois, c'est une charge qui n'est pas négligeable et par rapport à ça, naturellement aussi par rapport à son budget quotidien, par rapport à ses dépenses, Atos est impacté de manière importante. Scénario négatif, qu'est-ce qui se passe si Atos, demain, il achète mal un bien? Sa stratégie repose sur un phénomène d'achat-revente, achat avec prise de valorisation. Si Atos achète un bien, je sais pas, il s'est trompé, dans une mauvaise ville, un bien avec des défauts, par rapport à ça, peut-être qu'il ne réussira pas à le revendre plus cher. Même chose, qu'est-ce qui se passe si les prix du marché immobilier baissent? La stratégie d'Atos repose sur la plus-value, les prix de l'immobilier baissent, sa stratégie part à volo. Pareil, donc les banques demandent un apport important, Atos met tous ses fonds dans les travaux, donc il lui reste très très peu d'apport. Donc si demain les banques demandent un apport important, il est bloqué. Et là, actuellement, les banques demandent au moins 10% d'apport, 10% du prix du bien, voire même plus selon situation. Autant il y a un an et demi, ce n'était pas le cas, mais là actuellement c'est le cas. Donc Atos pourrait être bloqué par rapport à ça. Et même chose, qu'est-ce qui se passe si Atos, sur l'un de ses biens, a des soucis? S'il découvre qu'il y a des dégâts des eaux, s'il découvre différents dysfonctionnements, par rapport à ça, il devra remettre au pot. Et donc, il n'est pas sûr de réussir à revendre son bien, premièrement, et de le revendre revalorisé aussi. Donc, autant dire que tous ces éléments font que la stratégie d'Atos n'est pas optimale. Et donc, elle risque, à un moment ou à un autre, par ces différents facteurs, de capoter. Puisque, en l'occurrence, Atos a mis tous ses œufs dans le même panier. Et là arrive Porthos. Porthos, lui, il aime bien aussi investir dans la pierre, mais Porthos, c'est plutôt sur le locatif. Donc, il va acheter des biens et il va les mettre en location. Donc, déjà, premier élément, pour sa résidence principale, donc son lieu d'habitation, Porthos va la louer. Donc là, il va payer tous les mois un loyer à un propriétaire. Et ce qu'il va faire à côté, c'est qu'il va donc commencer pour investir donc dans un bien à louer, à crédit et aussi donc avec un apport si nécessaire. Il met toutes ses ressources dans son projet. Il met en place un locataire et donc le suivi après du projet.
Une fois que son premier bien a été mis en place, qu'il voit que son locataire paye ses loyers et que la mécanique tourne, l'idée de Porthos, c'est de renouveler l'expérience. Il va acheter, si possible, un nouveau bien, puis un troisième, et ainsi de suite. L'idée, c'est que Porthos optimise sa capacité d'endettement pour emprunter le plus possible et créer ce qu'on va appeler l'effet de levier. Je vais en parler juste après. Donc, pourquoi Porthos adore son modèle? Même chose que Athos, actif lié à l'investissement, c'est l'immobilier. Donc, par rapport à ça, actif solide qui a fait ses preuves, je ne me répète pas. L'avantage aussi, c'est que Porthos peut acheter différents biens plus le temps avance. Encore une fois, tout dépend de ses capacités d'emprunt, mais il peut acheter 1, 2, 3 biens, y faire des travaux, peu à peu les revaloriser aussi. Donc, par rapport à ça, son patrimoine peut grossir petit à petit. Il peut donc aussi profiter de l'effet de levier du crédit bancaire. C'est quoi l'effet de levier? Ce qui se passe, c'est que Porthos emprunte de l'argent à la banque. Donc, il emprunte, mettons, 100 000 euros. Ces 100 000 euros, il doit les rembourser. Donc, par rapport à ça, il va rembourser X euros par mois. L'avantage de faire du locatif, c'est que Porthos va avoir un locataire. Ce locataire lui payera un loyer qui aidera Porthos à rembourser son crédit. Donc, Porthos aura un crédit de 100 000 euros, mais réellement, il lui coûtera beaucoup moins grâce au locataire. Soit il lui coûtera un léger effort d'épargne, et donc une somme minime, soit même s'il réussit à trouver un bien hyper rentable, il peut même réussir à faire un cash flow positif. Et donc, par rapport à ça, rembourser un crédit sans le moindre effort d'épargne. Donc, clairement, Porthos met l'argent de la banque à son profit. Et donc, lié aussi à cette stratégie, Porthos s'est réussi à localiser correctement ses biens, à bien les choisir, les bonnes typologies. Il peut réussir aussi à avoir de belles rentabilités. Donc là, clairement, ça demande aussi de la connaissance, ça demande beaucoup de temps pour aller visiter les biens, un peu de connaissance aussi du marché locatif, donc des prix qui se pratiquent, la tension locative aussi, savoir si les locataires seront prêts à payer un montant assez élevé. Donc ça demande pas mal de travail de recherche et après de suivi. Mais il est possible que Porthos réussisse à tirer son épingle du jeu par ces stratégies. Et enfin, avantage aussi, par les temps qui courent, ce n'est pas du luxe, c'est que Porthos peut aussi se loger où il le veut. En tant que locataire, il n'a pas de contrainte de remboursement de crédit, donc par rapport à ça, il peut déménager s'il le souhaite. Alors, il doit bien sûr mettre fin à son bail, mais Porthos, qui aime bien les voyages, qui aime bien aussi changer de localisation régulièrement, grâce à son statut de locataire, peut aussi régulièrement changer de lieu de vie. Mais même chose, Porthos, quand il évoque sa stratégie d'investissement locatif à Athos et Aramis, il voit qu'Athos et Aramis, ils ne sont pas très convaincus. Pourquoi? Même chose que Athos, le modèle de Porthos repose à 100% sur un seul actif, l'immobilier. Alors certes, il peut y avoir plusieurs biens, mais néanmoins, le marché au global de l'immobilier suit quand même des tendances. Et en soi, si les prix du marché baissent, il est fort probable que les prix de ces 3 biens baissent aussi. Donc c'est pour ça quand même que Porthos est largement dépendant du marché immobilier et aussi des banques. Sur des profils d'investisseurs locatifs, il y a encore 2 ans, les banques étaient assez permissives. Parfois, on montait même au-delà des 35% d'endettement. Parfois, on pouvait avoir des dérogations, de la flexibilité par rapport à ça. Idem, la prise en compte des revenus locatifs était assez positive du côté des banques, mais depuis 1 an, ça s'est resserré. Et aujourd'hui, avoir 1, 2, 3 biens en locatif, ça devient de plus en plus compliqué, parce que pour les banques, c'est une plus grosse prise de risque. En plus, les taux de crédit montent depuis 1 an de manière assez drastique, ce qui fait aussi que pour Porthos, le coût de remboursement de ces biens a augmenté aussi. Et donc sa rentabilité aussi. Donc clairement, Porthos dépend aussi fortement des banques. Et par les temps qui courent, ce n'est pas que du positif. Autre chose aussi qui est négative pour Porthos, c'est qu'il est donc locataire du lieu où il habite. Et par rapport à ça, il paye tous les mois un loyer à fond perdu. Il va donc payer de l'argent à un propriétaire qui ne lui rapporte rien. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat
tous les mois que Porthos consent pour son propriétaire. Troisième élément, je viens d'en parler aussi, donc au niveau de l'endettement, Porthos peut rapidement être bloqué par rapport à ses emprunts. Tout dépend naturellement de ses revenus et aussi des biens qu'il va acheter. Mais il va acheter un bien, ça va passer. Dès le deuxième bien, il va déjà devoir faire attention à ne pas être bloqué au niveau des banques par rapport à son taux d'endettement. Et donc là, c'est aussi une contrainte qui pourrait venir limiter fortement la stratégie de Porthos. Et aussi, le petit clou, la cerise sous le gâteau, c'est l'imposition. Là, donc, dans cette stratégie, Porthos loue ses biens à des locataires. Par rapport à ça, il perçoit des revenus fonciers. Ces revenus fonciers sont imposables. Imposables à sa tranche d'imposition, qui peut être 11%, 30%, voire même 41% s'il gagne beaucoup d'argent, et aussi à la CSG-CRDS, 17,2%. Pour résumer, si Athos gagne plutôt bien sa vie, exemple entre 30 000 et 50 000 euros par an, si il loue un bien, il va payer quasiment la moitié de ses loyers en imposition. Donc s'il touche 10 000 euros de loyer, il va quasiment devoir payer 5 000 euros à l'État. Alors je fais une image un peu simpliste, il faut retirer des loyers les charges pour avoir le montant réellement imposé. Si Porthos fait des travaux, ça va aller, parce qu'il va créer de la charge, donc il aura moins d'imposition, mais les travaux auront aussi un coût qu'il devra supporter. Donc, quoi qu'il en soit, l'effet imposition, il est à avoir en tête. En plus, les travaux, ce n'est pas éternel. Et donc, par rapport à ça, la charge liée aux travaux, à un moment, va s'effacer. Et donc, l'imposition, quoi qu'il en soit, va arriver à un moment. Et donc, l'imposition liée au revenu foncier, elle peut être hyper importante. Et même question que pour Athos. Qu'est-ce qui se passe si Porthos achète mal un bien? Qu'est-ce qui se passe si les prix de l'immobilier venaient à baisser? Qu'est-ce qui se passe si pour emprunter, Porthos doit mettre un apport? Et qu'est-ce qui se passe si sur l'un de ses biens, Porthos a des soucis, dégâts des eaux ou autres? Par rapport à ça, clairement, sa stratégie peut également capoter. Même chose, certes, il a pris 2 ou 3 paniers différents, mais ses œufs restent quand même fortement condensés. Et donc par rapport à ça, prise de risque pour Porthos. Et ensuite, on a Aramis. Alors Aramis, lui, clairement, il est en opposition frontale avec Athos et Porthos. C'est que lui, les banques, il n'aime pas. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme ça dans notre entourage, mais les banques, il ne veut pas dépendre des banques, tout simplement. Et donc, par rapport à ça, le fait de rembourser un crédit mensuellement à Aramis, c'est niette. Hors de question. Mais Aramis, il veut quand même investir. Il a de l'argent, il fait ses missions, il fait ses batailles. Voilà, il a de l'argent qu'il souhaite investir. Et donc, ce qu'il va faire Aramis, c'est que plutôt que se baser sur du crédit, il va investir son argent en cash. Comment est-ce qu'il va faire? D'abord, Aramis, il va investir sur les marchés financiers. Et par rapport à ça, il a vu que l'assurance vie, c'est un support qui est fondamental. Et ça, il a raison. L'assurance vie, par rapport à ça, Aramis met de l'argent dessus mensuellement pour la faire grossir et donc être exposé au marché financier. Et puis, il va se dire, bah, tiens, je vais faire aussi un plan en action, un PEA, pour pouvoir gérer moi-même mes actions sur une partie infime de mon argent. Je vais pouvoir comme ça m'expérimenter à la bourse. Alors, je sais que la bourse, c'est très risqué, mais néanmoins, je vais mettre un peu d'argent pour pouvoir voir un peu comment ça se passe. Une première étape, Aramis met en place un socle, l'assurance vie, important, et après en marge, un PEA pour pouvoir, entre guillemets, s'amuser et découvrir la bourse. Deuxième étape, Aramis découvre, tiens, il peut investir cash sur des actifs liés à l'immobilier. Donc, il peut avoir les avantages de l'immobilier sans crédit. Et donc, par rapport à ça, il découvre à la fois les SCPI et aussi les SCI. Donc, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, SCI, Société Civile Immobilière. Donc, pour résumer un peu la chose, SCPI, Aramis investit dans des sociétés qui détiennent des biens professionnels, bureaux, hôpitaux, crèches, entrepôts, qui sont loués à des entreprises. Et donc, par rapport à ça, Aramis va toucher une part du loyer grâce au SCPI. SCI, Société Civile Immobilière,
c'est des sociétés immobilières classiques. Donc, par rapport à ça, c'est des biens résidentiels. Et même chose, Aramis touche une partie des loyers liés à ces SCI. Donc, il va réussir à investir en cash sur des actifs liés à l'immobilier. Une fois que c'est fait, Aramis, il va se dire, bon, c'est bien gentil, l'assurance vie, la SCPI, la SCI, c'est des placements de trésorerie, mais c'est pas très fun. À part son PEA où il réussit à s'amuser un petit peu, clairement, c'est pas les placements, il prend plus de plaisir. Et il voit à la fois que la crypto-monnaie, ça prend son essor. Donc par rapport à ça, il va se dire, bah tiens, je vais essayer de creuser un peu le sujet et y mettre un peu d'épargne. Et le monde du vin aussi. Le monde du vin, c'est un placement un peu plaisir. Et par rapport à ça, Aramis s'y expose également. Mais même chose que pour Porthos, Aramis voit que tous ses investissements et aussi ses revenus, les gains qui sont générés par ces investissements et ces revenus sont fiscalisés. Et donc, en complément de tout ça, Aramis va venir mettre en place des pare-feux pour contrecarrer son imposition. Et par rapport à ça, donc, il va aussi approfondir les pistes du plan retraite, qui permet donc de défiscaliser, et aussi des investissements dans les dom-toms, qui vont lui permettre donc de limiter son imposition. Aramis, donc, il est fan de ce modèle, pas de dépendance des banques, mais et donc pourquoi il est fan de ce modèle? Voilà, pas dépendant des banques, parce qu'il peut diversifier à sa guise. Vous l'avez vu, marché financier pour commencer, marché immobilier ensuite, le vin, les cryptos, la défiscalisation. Clairement, Aramis couvre pas mal de sujets. Il peut investir à son rythme. Il ne doit pas débourser une grosse somme d'argent d'un coup comme sur l'immobilier. Il peut mettre ponctuellement, il peut mettre mensuellement. En l'occurrence, encore une fois, le montant qu'il va investir, c'est lui qui le choisit. Donc, par rapport à ça, il fait un peu ses investissements à la carte. Aramis peut, en conséquence, s'adapter aux conditions de marché. Quand il voit qu'il y a une crise, exemple l'an passé, la crise qu'il y a pu y avoir en Ukraine, ou dans son royaume, Aramis aussi est souvent confronté à des crises. Par rapport à ça, il peut très bien se dire, je stoppe mes investissements durant une période donnée. Durant 6 mois, durant 1 an, le temps que la crise se calme, je ne fais aucun investissement, ce qui lui permet de contrôler son épargne et de ne pas trop s'exposer au risque. Mais Athos et Porthos, une nouvelle fois, sont un peu moins convaincus du modèle d'Aramis. Pourquoi? Parce que premièrement, on l'a vu précédemment, Aramis, en se privant de l'emprunt auprès des banques, il se prive de l'effet de levier. Par rapport à ça, il ne va pas emprunter sur un actif qui va lui rapporter de l'argent, et donc il se prive de création de richesse liée à l'emprunt proposé par les banques. Même chose que pour Porthos, Aramis va aussi payer un loyer à fonds perdu. Ok, il n'emprunte pas pour rembourser sa résidence principale, mais néanmoins, tous les mois, il va payer une somme d'argent à un propriétaire qui est aussi une perte du pouvoir d'achat. La contrainte aussi pour Aramis, c'est que la majorité des supports sur lesquels il a investi, détaillés précédemment, c'est des supports à moyen long terme. Et donc, par rapport à ça, Aramis est peu flexible sur ses supports. Si demain, il veut effectuer un retrait dessus, il va être bloqué. Pourquoi? Parce que ces supports ont des frais. Ces frais prennent du temps à être absorbés. Ces supports aussi demandent généralement entre 3 et 5 ans minimum pour travailler correctement. Et donc, si Aramis veut retirer les fonds avant, il s'expose à une perte de valeur de son épargne. Donc, clairement, quand Aramis met son argent sur la majorité de ses supports, il sait que son argent doit être bloqué, si possible, au moins 5 ans. Et Aramis est fortement exposé au marché financier. Alors, il y a une partie qui ne l'est pas, la partie SCPI, SCI, mais la partie assurance vie, la partie PEA et aussi la partie des fiscs est exposée au marché financier. C'est une bonne chose, mais c'est aussi risqué, puisqu'on sait que les marchés financiers sont très fluctuants. Et donc, autant dire que c'est les marchés qui vont faire le soleil ou la pluie pour le patrimoine d'Aramis. Donc certes, Aramis a une stratégie plus diversifiée que ses collègues, mais néanmoins, elle n'est pas encore optimale par rapport à toutes ces raisons que je viens de vous exposer.
c'est dans ce contexte que débarque D'Artagnan. D'Artagnan, lui, il a une image pas du tout influencée par ce qu'il peut se dire ou ce qu'il peut se faire. Et étrangement, D'Artagnan va prendre un peu le meilleur de chaque stratégie et proposer une approche assez consensuelle. Pour résumer, D'Artagnan va être présent sur tous les fronts. Première étape, ce qu'il va faire, D'Artagnan, il va faire la base. La base, c'est la résidence principale. Alors, vous verrez que D'Artagnan, c'est un peu ce que je préconise, pour résumer. Donc, D'Artagnan, il va prendre les fondations. Il prend la pyramide, il se dit, on va faire la base, on va la consolider. Et la base, c'est l'ARP. Par rapport à ça, il se dit, je vais emprunter, je vais acheter ma RP pour mon confort, pour ne pas payer un loyer à fond perdu, donc pour tous les mois, en fait, épargner grâce à son remboursement de résidence principale, mais il ne veut pas non plus se bloquer. Il veut pouvoir se réendetter à côté, donc par rapport à ça, se laisser de la marge pour aller après se représenter auprès d'une banque. Et aussi, il veut avoir un crédit qui ne pèse pas trop sur ses dépenses. Donc, il va trouver le juste milieu qui lui convient pour acheter sa résidence principale. Ce qu'il va faire ensuite, D'Artagnan, il a mis sa première pierre. La deuxième, c'est quoi? Il sait qu'il a de l'argent. Il gagne des revenus mensuellement. En plus, ses prouesses au combat font que le roi lui offre des primes très régulièrement. Et par rapport à ça, D'Artagnan sait qu'il va devoir en faire quelque chose. Mais il sait aussi que l'argent, s'il va être amené à le placer, encore une fois, il faut que ces placements soient vus sur un horizon de temps au moins moyen terme, voire long terme. Donc au moins 5 ans. Et donc, pour être serein par rapport à ces investissements, D'Artagnan va d'abord se constituer un matelas de sécurité. Il va mettre de côté, sous son matelas, voilà, ou ailleurs, comme il le souhaite en tout cas, une somme d'argent. Et il sait qu'en ayant cette somme d'argent, il sera serein pour investir ce qui sera amené à percevoir ensuite. Troisième étape, résidence principale, c'est fait. Épargne de précaution, c'est fait. D'Artagnan va se dire, bah tiens, je vais essayer d'aller m'exposer aux marchés financiers et de capter leurs performances. Les marchés financiers, pour résumer un peu la chose, c'est un peu comme l'immobilier. Ça fluctue un peu plus, mais sur la durée, c'est un actif qui progresse. Depuis 70 ans, clairement, la courbe, elle est comme ça. Alors, elle n'est pas comme ça en ligne droite, elle est comme ça avec des bosses. Mais sur le long terme, les marchés financiers progressent. Et donc, par rapport à ça, D'Artagnan, qui est un investisseur raisonné, sait qu'il va aller investir sur le long terme sur les marchés financiers. Il va investir en accord avec son appétence au risque. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que tout investissement doit se faire en accord avec qui vous êtes. Donc, si vous êtes prudent, frileux, si vous avez peur, clairement, les marchés financiers, il faut y aller avec parcimonie. Ou à l'inverse, si vous êtes prêt à prendre des risques, là, il ne faut pas hésiter à s'y exposer. Donc, par rapport à ça, D'Artagnan a très clairement cet aspect-là en tête. Et il va aussi y aller avec ses moyens. Pour s'exposer au marché financier, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas mettre tout son argent d'un coup. Il est mieux d'investir progressivement. Ça veut dire quoi? Plutôt que mettre, par exemple, 10 000 euros en une fois, il vaut mieux mettre 1 000 euros en 10 fois. Ça permet d'investir progressivement. Et au moins, si le marché baisse, on investit quand il baisse. S'il monte, j'ai envie de dire tant mieux, mais on se protège justement des fluctuations liées au marché. Donc, si la préconisation, c'est d'investir progressivement, mensuellement. Et donc, l'idée aussi, c'est que D'Artagnan, au niveau de son épargne, alterne dans ses solutions entre solutions de court terme, moyen terme et long terme. L'idée, c'est qu'il va toujours avoir une poche d'argent qu'il pourra retirer s'il a un besoin urgent, une poche d'argent qu'il pourra retirer dans 3 ans à 5 ans pour des nouveaux projets, et une poche d'argent où il sait clairement que là, il ne va pas y toucher durant 10, 15 ou 20 ans. Donc là, D'Artagnan a ça en tête, et donc il sait que ces différentes poches pourront être utilisées à ces différentes périodes de sa vie. Et donc pour faire ceci, ce que va faire D'Artagnan, il va aussi s'exposer sur l'assurance vie, placement fondamental, basico-basique que tout le monde devrait avoir. Et il va aussi s'essayer, un peu comme Aramis, aux bourses
à la bourse avec le PEA et aux cryptos. Le raisonnement à avoir par rapport à ça, il est très simple. PEA crypto, actif très risqué. Donc déjà, actif à éviter si vous êtes frileux. PEA crypto, 95% des gens qui investissent perdent leur argent. Donc, PEA crypto, c'est à faire si vous souhaitez vous y essayer, vous former par rapport à ces sujets, suivre des sociétés, suivre des cryptos, si le monde vous plaît, l'écosystème vous plaît, c'est à faire. Mais avec une somme d'argent modique par rapport à ce que vous avez. Clairement, il faut se limiter, il ne faut pas mettre toutes vos économies, parce que là, vous avez un gros risque de perte. Donc, c'est avoir l'assurance vie en socle pour la grande partie de votre épargne et à côté, entre guillemets, pour vous amuser. Alors, j'aime pas le mot, mais plutôt pour avoir un investissement sur lequel vous êtes acteur. Pourquoi pas avoir un PEA et des cryptos, mais vraiment à la marge. Résidence principale, c'est fait. Précaution, c'est fait. Marché financier, c'est fait. D'Artagnan donc, avance dans sa stratégie. Et après, il sait que justement, dès la première étape, il ne sait pas griller toutes ses cartes. Et il peut se réendetter. Et donc, D'Artagnan veut le faire pour avoir une nouvelle exposition au marché de l'immobilier. Et donc, il va avoir le choix. Il va faire son choix selon le contexte. Soit il va investir sur un bien en locatif, un peu comme Porthos préconisait dans sa stratégie. Donc, soit il va investir sur un bien classique, donc soit un bien meublé, soit un bien non meublé, soit un autre dispositif. Bref, D'Artagnan peut investir sur un bien selon opportunité, s'il trouve un bien qui lui convient. C'est une possibilité. Ou D'Artagnan laisse aussi la porte ouverte, pourquoi pas, à faire de l'emprunt sur de la SCPI. Donc, SCPI, vous en avez parlé, actif lié à l'immobilier professionnel. Le gros avantage que la SCPI peut avoir, c'est qu'il n'y a aucune gestion à faire. Les biens sont totalement gérés par la société qui les détient. Donc, en l'occurrence, il y a un peu deux branches possibles. C'est soit invest locatif, et là, ça prend du temps, de la gestion, et les rentas peuvent être hyper intéressantes. Soit SCPI, renta un peu plus faible, mais pas de contrainte de gestion et pas de stress. Et sur l'un ou sur l'autre, on peut donc emprunter auprès d'une banque, avoir un loyer versé mensuellement ou trimestriellement, et par rapport à ça, faire aussi de l'effet de levier du crédit. Et en fil rouge, D'Artagnan aura toujours un œil sur son imposition, et donc il mettra en place les pare-feux nécessaires au fur et à mesure si besoin. Alors, comme mon écran est un peu coupé, j'arrive pas à lire toute ma phrase, mais dans l'idée, D'Artagnan sait qu'avec une épargne régulière et avec sa diversification, il pourra réussir à développer peu à peu son patrimoine sans prise de risque. Pourquoi? Parce qu'il a mis en avant des facteurs clés, en l'occurrence, numéro 1, mettre les bases, résidence principale, épargne de précaution. Après, il a diversifié. Et après, il a aussi eu en tête un facteur hyper important dans l'investissement, c'est le facteur temps. Le facteur temps, clairement, ça peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Et plus on s'y prend tôt, plus on a le choix plus tard, à différents stades de notre vie, pour vendre un bien, pour retirer les fonds, pour quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, investir le plus tôt possible, c'est la meilleure chose à faire. Et D'Artagnan l'a bien en tête. Et donc, pour résumer, ce que fait D'Artagnan par rapport à ces différents points, c'est qu'il tire profit des points forts des stratégies d'Athos, de Porthos et d'Aramis. Ce qui fait qu'en proposant sa stratégie, D'Artagnan et tout le monde est d'accord. Donc Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan finissent bons amis et vont boire un petit coup au bar pour fêter ça. Voilà la fin de l'histoire donc des trois investisseurs et donc de D'Artagnan qui est venu sauver la situation. J'espère que l'histoire vous a plu. Donc on a, par rapport à cette histoire, balayé différents sujets. Investissement immobilier, investissement aussi sur les produits financiers, taux d'endettement, effet de levier. Donc, différents sujets qu'on a balayés durant cette présentation. Un peu compliqué de trop détailler ces sujets-là, mais néanmoins, si vous le souhaitez, on pourra le faire. Donc, vous avez à l'écran mon mail, mon numéro de téléphone, mon LinkedIn aussi, où je suis assez actif si besoin. Donc, si l'un de ces sujets mérite pour vous un approfondissement, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas,
Au niveau de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, l'histoire est terminée.